Ibn Badis a fait de l'éducation sa priorité absolue, parce qu'il considère que la renaissance de la nation repose sur l'éducation de son peuple. Ainsi, il est tout aussi important pour lui d'éduquer les hommes que les femmes, les garçons que les filles. Ibn Badis déclare, comme l'enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, que les femmes sont les sœurs des hommes dans l'imposition des injonctions religieuses. C'est donc un devoir de les instruire. Il dit, « Il nous incombe de lui enseigner tout ce dont elle a besoin pour remplir son rôle et de lui inculquer les attitudes féminines qui feront de la femme une femme, et non un demi-homme et une demi-femme. » Il explique alors que l'éducation et l'islam ne sont pas du tout incompatibles. À l'époque, il était ordinaire que la femme voile son visage, ce qui était considéré par les Français comme un frein à son épanouissement et à la modernité. Ce à quoi Ibn Badis répondra, « Si vous souhaitez sa réforme véritable, ôtez-lui alors le voile de l'ignorance de son esprit avant de l'ôter de son visage. En effet, c'est le voile de l'ignorance qui l'a retardé. Quant au voile qui la cache, il ne lui a nullement porté préjudice au moment où elle a connu le progrès, car les filles de Bagdad, les filles de Cordoue et celles de Béjaïa ont atteint un haut niveau de savoir alors même qu'elles étaient voilées. À l'époque coloniale, les Algériens interdisaient aux filles d'aller à l'école française parce que les enseignants n'étaient pas musulmans. Puis cette mentalité a perduré jusqu'à ce qu'on leur interdise aussi les écoles coraniques, par sentiment déplacé de jalousie. Les femmes ont alors été écartées de toute instruction jusqu'à la venue de Cheikh Ibn Badis, pour qui il était impératif de former les femmes, tant sur le plan spirituel que temporel, afin qu'elles puissent jouer leur rôle dans l'éducation des générations à venir. Ibn Badis dit à ce propos, « Si nous voulons former des hommes, nous devons alors former des mères pratiquantes, et le seul moyen pour y parvenir est de donner aux filles une instruction religieuse et une éducation islamique. Si nous les laissons ainsi ignorantes de leur religion, il est impossible d'attendre de leur part qu'elles forment de grands hommes. » Ibn Badis va même jusqu'à émettre une fatwa quant à l'obligation d'instruire la femme et de la sauver de l'ignorance, une position totalement insolite pour la majorité des Algériens. À coup d'arguments coraniques et prophétiques, il défend bec et ongle la légitimité de l'instruction de la femme. Il adopte une position opposée à la vision fermée de certains savants rigides et affirme que l'éducation de la femme est en conformité avec la doctrine des pieux anciens et des imams de la communauté musulmane. Si une telle position apparaît aujourd'hui comme une évidence, il faut comprendre qu'Ibn Badis a vécu à une époque où l'éducation de la femme était perçue par certains comme une chose honteuse. Aller à la mosquée ou l'école voulait dire sortir de la maison. Or, il était enraciné dans les mœurs de l'époque que la femme ne devait sortir de chez elle que pour 3 raisons. Se rendre chez son père, rejoindre le domicile de son époux, ou être emmenée à sa tombe. En s'appuyant sur des textes infondés, on en était arrivé là. Alors Ibn Badis a mené une campagne de sensibilisation qui a été perçue comme un tremblement de terre. Le cheikh Mohammed Saleh ibn Atiq raconte qu'un jour, il a trouvé Ibn Badis assis dans une boutique. En le voyant, il lui demande de s'asseoir à côté de lui et s'enquiert auprès de lui de ce qu'il pense du fait d'organiser des cours pour les femmes. Sa réponse, quelque peu évasive, laisse entendre que l'affaire n'est pas aussi simple. Puis Ibn Badis interroge le cheikh Mohammed Zerlich, qui était avec eux, en lui demandant son opinion. Ce dernier lui répond que c'est une entreprise dangereuse et qu'il est risqué de tenter de la réaliser parce que les gens n'y sont pas habitués, ce qui permettrait à l'ennemi de monter la masse contre Ibn Badis. Celui-ci se met alors debout en disant que la religion est venue autant pour les hommes que pour les femmes et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a placés sur un pied d'égalité dans la transmission du message. Pourquoi donc ne pas suivre son exemple? Quant à moi, déclare Ibn Badis, je ne fais pas partie de ceux qui croient en une partie du livre et qui en rejettent l'autre. Je vais commencer si Allah veut, peu importe ce qui arrivera. Ils diront Ibn Badis nous a menés au désastre, la dissension et la controverse vont s'intensifier. Certes, mais je veux faire bouger ces pierres, même si elles m'écrasent le cou. Il termine son discours en disant qu'enseigner à un garçon revient à instruire un individu, mais qu'instruire une fille, c'est instruire toute une nation. Il s'indignera même qu'on puisse abandonner la femme à l'ignorance en s'interrogeant de la sorte. Pourquoi punissons-nous les femmes en ne les éduquant pas? L'apprentissage est-il un réceptacle clair pour les hommes et obscur pour les femmes? L'apprentissage a-t-il 2 effets, bon pour les hommes, laid et mauvais pour les femmes? Fort de sa détermination inébranlable, Ibn Badis se lance à l'eau et réserve aux femmes des cours hebdomadaires dans la mosquée Lardar. Elles y assistent en grand nombre. Très vite, la mosquée est pleine à craquer. En peu de temps, la révolution badicienne gagne la pensée des femmes. Ainsi, sous l'impulsion des cours donnés par Ibn Badis,
on pouvait voir une épouse ordonner à son mari de prier, d'assister aux prières en commun ou d'apporter sa contribution aux institutions réformistes. Une mère incitait ses enfants à remplir leurs obligations religieuses et à observer le comportement islamique. Quant au mariage, aux funérailles et autres assemblées féminines, la transformation est radicale. Fini les futilités et les commérages, ils ont cédé la place au débat religieux, aux prêches et à la transmission du savoir. C'est une renaissance de la femme, une révolution. Finalement, Ibn Badis passera près de 20 années à enseigner, éduquer et travailler dans le calme et la discrétion pour ne pas attirer l'attention de l'administration coloniale. Mais le succès de son entreprise ne passe pas inaperçu.